La cyber-résilience, d'abord un enjeu de solidarité. Les crises cyber sont hyper anxiogènes. La coopération est la solution. Une interview de Gilles Casteran pour la chaîne Reliance et Résilience. La résilience en cybersécurité est particulière parce que les crises cyber sont hyper anxiogènes. Pour parer aux crises, pour s'y préparer et les gérer, il faut associer des compétences pointues en cybersécurité et larges sur le plan humain. Pour réussir à comprendre la complexité de la résilience en cybersécurité, les bonnes options à mettre en œuvre, nous avions très envie d'interviewer Gilles Casteran, qui est l'un des meilleurs experts en la matière. En effet, Gilles a été dès 2004 cofondateur de Harrismore, société dédiée à la cyber-résilience, puis directeur général d'Accenture Cybersécurité, président et fondateur de plusieurs sociétés spécialistes de la cybersécurité. EDOS, qui crée le cadre éthique de management des données personnelles de ses clients, Cyberty, qui réalise des missions de conseil et d'expertise en cybersécurité via sa communauté d'experts indépendants, dont elle accompagne le développement, et EGAV, société de conseil en stratégie. Menaces et les crises cyber sont-ils tellement particulières? Qu'est-ce qu'elles ont de spécifique? Alors, les crises cyber ont 2 choses comme spécifiques, c'est qu'elles sont très anxiogènes. Alors pourquoi elles sont anxiogènes? Parce qu'en fait, on ne voit pas l'élément qui génère, la crise, donc c'est invisible. Néanmoins, l'impact, lui, est vraiment visible, puisqu'il y a des arrêts des systèmes. Donc une des particularités des crises cyber, c'est le côté hyper anxiogène de la crise, en sachant en plus qu'on en voit l'impact, qu'il peut y avoir des déclenchements euh, suivants qui arrivent. Donc, si on voit l'impact immédiat, on n'arrive pas à estimer les impacts futurs et on a du mal à savoir si les attaquants continuent à déclencher des attaques. Donc, c'est ce côté très, très anxiogène. Par ailleurs, on peut identifier dans certains cas très tôt l'origine, même si c'est de plus en plus compliqué au regard de la sophistication des menaces. Et quand on identifie l'origine, ça peut être des origines qui sont suite à des négligences, soit des acteurs de l'IT, soit un utilisateur qui aurait pu cliquer sur un mail qui portait une attaque. Et donc, il y a un côté très culpabilisant de ces attaques, et avec en plus un risque côté de l'entreprise qui est très élevé, puisqu'une entreprise qui s'arrête pendant un certain temps est évidemment en péril. Donc, c'est ce côté très anxiogène de la crise cyber qui est très différente d'autres crises, comme une crise naturelle, qui peut être très anxiogène aussi, mais dans laquelle on arrive à voir et à estimer finalement assez rapidement les conséquences. Alors, énormément des crises cyber. Comment est-ce qu'on peut développer cette résilience malgré tout, malgré cette confusion, cette invisibilité et cette difficulté à voir les impacts? Alors, en fait, déjà, l'autre point, hein, par ailleurs, pour compléter ce qui est dit, c'est que la menace aussi est en forte évolution. C'est-à-dire que la menace est de plus en plus sophistiquée, on l'a précisé, elle est de plus en plus ciblée, dévastatrice. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a une grosse évolution du contexte de la menace. Et par ailleurs, là, aujourd'hui, les attaques ne sont pas forcément des attaques directes, mais c'est des attaques indirectes. C'est-à-dire qu'une entreprise se fait attaquer et ça peut passer par un de ses partenaires, fournisseurs de toute sa chaîne de valeur, en sachant que l'ensemble des entreprises ont largement complexifié la chaîne de valeur avec de la sous-traitance, avec des partenariats. Et donc, ce qui fait que les attaquants, ils utilisent un partenaire ou un fournisseur pour atteindre une cible. Et donc, ça change finalement la façon dont on peut se protéger. L'autre point aussi de la menace, c'est que les attaquants se sont professionnalisés. C'est-à-dire qu'ils ont un peu comme un business model, pris chacun des rôles différents. Il y a ceux qui développent des moyens d'attaque, des logiciels malveillants. Il y a ceux qui les utilisent et ceux qui vont gérer la relation avec leur attaquant. En plus, ils ont même mis en place des vraies stratégies de communication pour faire pression auprès des entreprises qui ont été attaquées, notamment dans le cas de demandes de rançon. Donc déjà, pour se protéger, il faut prendre en compte aussi, en tout cas pour devenir résilient, il faut prendre en compte aussi le fait que le contexte de la menace
a complètement changé. Et donc, l'enjeu de la résilience, hein, si on pouvait donner une définition, en tout cas de la cyber-résilience, c'est la capacité qu'une entreprise à maintenir son activité opérationnelle alors qu'elle subit une attaque ou qu'elle a subi une attaque. Alors, comment on fait pour essayer d'être un peu plus cyber-résilient? La première chose, c'est, en tout cas de mon point de vue, c'est d'anticiper. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui où comment on se prépare. Alors évidemment, il y a se protéger, hein, qui est la première chose. Se protéger, c'est mettre en place toutes les bonnes pratiques qu'on appellerait d'hygiène informatique, et ça, elles sont connues, donc il faut d'abord les mettre en place, et c'est pour atteindre un certain niveau de maturité de protection. Évidemment, c'est pas suffisant, parce que la digitalisation de l'entreprise a fait que la surface d'attaque est de plus en plus large, et c'est comme un bon signe qu'une entreprise s'approprie complètement la digitalisation et va dans cette économie digitale. Néanmoins, elle augmente sa surface d'attaque et son exposition au risque numérique. Donc, ce qui est important, c'est, le premier point, on a dit, c'est anticiper. Donc, anticiper, c'est se protéger, se préparer à une crise. Il est maintenant assez accepté le fait que les entreprises vont connaître des crises. Donc, comment on se prépare? Comment on prépare un plan de gestion de crise? Comment on s'organise en cas de crise? Voilà, donc ça, c'est le premier point, ça serait anticiper comment on surveille mieux, on essaie de mieux comprendre le type d'attaque, l'environnement, donc la surveillance du contexte qui est important. Donc, anticiper. Le deuxième point, c'est s'entraîner et tester. Donc, s'entraîner, tester les dispositifs de sécurité, hein, qui sont des dispositifs techniques, mais qui sont aussi des dispositifs organisationnels, process. Bah, tester le système, le plan de gestion de crise, par exemple. euh, Faire des exercices de crise, des entraînements à la crise, et puis évidemment tester aussi le dispositif humain, le niveau de compétence des équipes. Alors évidemment des équipes techniques certes, mais aussi de l'ensemble des utilisateurs. Et donc évidemment il y a un énorme chantier qui est bien connu depuis très longtemps, mais qui reste un vrai sujet, c'est la sensibilisation, la formation de l'ensemble des utilisateurs, puisque c'est en se protégeant individuellement qu'on protège l'entreprise. Donc, il y a ce sujet, évidemment, de cette culture de sécurité qu'il faut mettre en place. Donc, anticiper, s'entraîner, tester. Et puis, le troisième point qu'on pourra détailler, c'est collaborer. C'est-à-dire qu'il y a un vrai sujet de collaboration entre les activités, comment, en cas d'attaque et de crise, je puisse fonctionner dans dans un mode dégradé. Est-ce qu'il n'y a pas des moyens de sous-traitance avec des autres parties prenantes, des autres équipes. Donc, il y a aussi ce sujet de collaborer qui est évidemment un sujet essentiel de la résilience. Oui, d'ailleurs, vous avez travaillé avec de nombreuses grandes entreprises et puis maintenant, vous travaillez pas mal avec des ETI. C'est aussi un souhait que vous avez eu. Alors, qu'est-ce que vous observez? Peut-être qu'il y a des pratiques différentes, des enjeux différents et en même temps des choses très communes et qu'est-ce que ça vous permet à la fois de comprendre et d'entreprendre sur sur ce collectif d'ETI? Alors, bah, ok, merci pour la question. Alors, d'une part, je vais faire une précision parce que c'est très gentil de votre part de m'avoir positionné comme un expert de la cyber résilience. Donc, j'essaie de travailler beaucoup sur la partie anticipation. Alors, j'ai eu la chance dans ma carrière de diriger cette entreprise Harrismore qui avait deux grandes activités. Une activité autour de l'architecture des systèmes d'information pour aider les entreprises à transformer, mais donc du coup qui améliorait l'interopérabilité globale de l'ensemble des systèmes, un élément essentiel dans la résilience, et qui avait d'autres activités autour de la sécurité, mais principalement focalisée sur la gestion des accès et des identités, qui reste un sujet quasiment essentiel aujourd'hui dans l'activité sécurité, en tout cas qui redevient un sujet très très fort sur le sujet. Alors j'ai eu la chance de, suite à l'acquisition d'Harrismore par Accenture, de diriger Accenture Sécurité en France. Et d'ailleurs, c'est arrivé au même moment de la création de cette activité au niveau monde d'Accenture Sécurité. Et là, dans ce cadre-là, j'ai eu la chance d'accompagner des très grands groupes, aussi bien dans les phases amont que dans les phases de crise. Et à partir de là,
on a pu identifier et construire des vraies bonnes pratiques pour accompagner la résilience des grandes entreprises. Accenture est une entreprise d'excellence où j'ai passé 3 belles années, mais qui a développé beaucoup de choses sur cette partie. Et quand j'ai repris la décision de reprendre mon métier d'entrepreneur et de redévelopper des activités, j'ai décidé d'appliquer certaines bonnes pratiques qu'on utilise dans les grands groupes sur les endroits où il y avait des gros enjeux de mon point de vue. Donc les entreprises de taille intermédiaire, les entreprises en région. Et dans ce cadre-là, j'ai fondé plusieurs entreprises qui accompagnent aujourd'hui de nombreuses activités. Ça peut être industriel, dans le monde de la santé ou des collectivités, où on met en place, on essaie d'élever le niveau de maturité. Pourquoi? Parce que la résilience globale d'une économie repose sur la résilience, en tout cas, de l'ensemble des composants, et les acteurs d'entreprises de taille intermédiaire, d'industriels, de collectivités sont un maillon essentiel de la résilience complète. Quand on voit ce que les grands groupes dans leur chaîne de valeur peuvent sous-traiter à des nombreux industriels, ou des certains industriels qui sont aussi des leaders d'innovation, le besoin de sécuriser et de monter en maturité en cybersécurité, tout cet écosystème est essentiel. Donc en fait, ce qu'on a mis en place avec les équipes, c'est des approches où on essaye d'améliorer très très vite la protection des entreprises de façon individuelle et de regarder collectivement comment ça peut se fonctionner. Alors nous, on se focalise principalement sur la mise en place de démarches, de gouvernance, d'intégrer la sécurité dans l'ensemble des projets que peuvent avoir les entreprises et qu'est-ce qu'elles peuvent sous-traiter pour les aspects opérationnels. Donc finalement, nous, on est plutôt sur la partie pilotage et accompagnement et aussi sur la partie acculturation des dirigeants sur la prise de conscience de l'importance de la cybersécurité. C'est évidemment un sujet essentiel pour qu'après ça puisse se décliner. Et on essaie d'associer aussi des aspects juridiques de la sécurité, protection de les personnels, avec des aspects purement conseils d'audit et de mise en œuvre des bonnes pratiques. Et puis un sujet qui reste un sujet, je l'ai cité, essentiel, c'est comment ils mettent en place une vraie gestion des accès et des entités et des identités, de façon à ce que l'ensemble des gens qui accèdent au système d'information soient tracés, connus, et qu'on puisse protéger la façon dont ils y accèdent. Merci Gilles. Alors peut-être on peut se centrer un peu sur cette question de l'écosystème. Ça doit pas être simple. Comment ça se passe de mettre en place cette résilience collective au niveau d'une région, d'un secteur d'activité, avec l'ensemble de l'écosystème, avec tous les choses qu'on peut partager, qu'on peut pas partager. Comment est-ce que vous faites concrètement pour que ça fonctionne? Alors oui, merci pour la question là. En fait, dans la cyber résilience, un sujet qui est essentiel, c'est la collaboration. C'est-à-dire que, mais ça, c'est comme dans toutes les crises, quelles qu'elles soient, on s'aperçoit que à la fin, même si on a anticipé, même si on s'est entraîné, c'est dans la réalité de la crise, ça sera la solidarité, l'entraide entre l'écosystème, alors soit qui a été créé au départ, alors c'est un écosystème qui peut être un écosystème métier avec ses fournisseurs, ses partenaires, voire même potentiellement ses concurrents dans un cas de crise aussi important, puisque les crises peuvent être systémiques. C'est-à-dire que comme il y a une interopérabilité de beaucoup de systèmes, il y a des attaquants qui ont ciblé des filières métiers complètes. Donc il y a un vrai enjeu, même si on peut avoir une vraie compétition métier sur certains sujets entre différents acteurs, mais sur la partie sécurité, de regarder, collaborer, et en tout cas de s'informer lorsqu'il y a des attaques. C'est ce qui, en tout cas, nous, on préconise, et ce qui est aujourd'hui en cas d'être fait. Et puis, donc, je parlais, il y a un enjeu évidemment de solidarité et d'entraide. Et puis alors, il y a un sujet donc, alors, comment on fait? On essaie de monter des écosystèmes, on essaie d'inciter les acteurs de la sécurité à partager, d'intervenir, que ce soit dans des conférences, des think tanks, des clubs, et d'essayer d'échanger un maximum, de regarder aussi au niveau dès qu'on se pose la question de plan de continuité d'activité, etc., ce qui est possible d'être sous-traité, l'interopérabilité avec certains autres acteurs, les enjeux des régions, puisque on l'a vu d'ailleurs ces dernières années, où c'est des régions entières qui se trouvent de façon systémique
attaquer et donc de voir comment l'écosystème s'organise. Alors là, en effet, les acteurs régionaux ont des vrais sujets. D'ailleurs, il y a déjà des belles initiatives dessus, hein. Il y a une initiative autour de cybermalveillance, il y a des initiatives autour de l'ANSSI, qui a aujourd'hui des antennes en région. Donc il y a un écosystème qui se crée. Et puis il y a un autre point essentiel qu'on a cité, auquel je suis enfin, très, comment dire, très engagé et on y investit, c'est le sujet des talents. C'est-à-dire que c'est une activité, alors comme le digital en général, mais en particulier la cybersécurité, où il y a une vraie pénurie de talents. Et alors, il y a pénurie de talents pour plein de raisons, mais en tout cas, dans une des voies qu'on a proposées avec un ensemble d'associés, c'est finalement justement pour gérer ces enjeux de résilience et de cybersécurité en région, mais pas que, c'est d'essayer d'aller sensibiliser l'ensemble des acteurs qui ont envie d'aller dans un mouvement de la révolution du travail qu'on voit vers le freelancing, vers être indépendant, comment, avec cette volonté individuelle de certains experts, comment on leur permet de continuer à travailler auprès des grands groupes ou des entreprises de taille intermédiaire, de façon à ce que leur savoir-faire puisse être au service de la cybersécurité au sens large. Donc on a monté une entreprise plateforme qui permet à un ensemble d'indépendants de se retrouver, de partager ces sujets et puis d'accéder à des missions auprès de clients finaux. Donc il y a un enjeu très très fort de talent et dans les talents, il y a aussi des enjeux évidemment de diversité et de mobiliser l'ensemble des acteurs pour essayer d'aller travailler sur cette activité de cybersécurité qui reste une activité passionnante et qui n'est pas une activité que de geeks ou d'experts techniques, mais dans lequel il y a aussi beaucoup de sujets autour du management de la sécurité et, et de nombreux sujets à traiter. Un grand, grand merci Gilles. On voit vraiment à quel point cette activité, elle doit être ultra technique finalement. Une manière de résoudre les crises, c'est vraiment de travailler ensemble, ce qui est un peu logique, hein. C'est la civilisation, ça sert à s'entraider et à passer les crises ensemble et à réussir à se développer. Et est-ce que juste en conclusion, parce que du coup ça a attisé notre curiosité, vous avez envie de nous parler des différentes manières, que vous utilisez pour développer cette diversité? On en avait discuté en préparant en préparant cette interview. Ah oui, alors là, c'est un sujet évidemment passionnant, c'est le sujet des talents et notamment la diversité de talents. Donc, en fait, ce qu'on essaye de faire alors, dans l'écosystème que j'ai monté, c'est d'essayer de se poser la question, pour répondre à la question, alors, comment des experts, qui soient d'ailleurs des jeunes qui finalement ont envie, et on le voit très bien à la révolution du travail, ça touche tous les métiers, la volonté de devenir indépendant, de gérer leur vie professionnelle de façon indépendante, d'aller en province, de finalement travailler 12 mois sur 12 quand ils ont envie de travailler 12 mois sur 12 et de partir peut-être dans leur vie 2 mois en vacances et de continuer. Donc le fait comme on accompagne cette évolution vers le freelancing, hein, c'est dans le monde de l'IT, on considère que c'est près de 27 à 28% hein, des acteurs qui seront indépendants demain. Donc là, il y a un vrai sujet. Et finalement, pourquoi ne pas accompagner et profiter de de ces expériences et de ces compétences pour essayer de les faire travailler dans des grands projets très critiques et stratégiques, bien qu'ils soient indépendants. Donc il y a même d'ailleurs un changement culturel. C'est vrai aussi des seniors. C'est-à-dire qu'il y a plein de seniors qui souhaitent continuer à faire des missions ou qui n'ont plus envie d'assumer des grands rôles de management de très grosses équipes dans des très grands groupes, mais qui ont envie de mettre leurs compétences au service. Donc là, c'est une voie. Il y a des voies aussi, c'est important hein, dans la diversité, dans le monde de la sécurité. Ça touche principalement le fait qu'il y a très peu de femmes. Donc, comment on essaye de réintéresser cette activité auprès des femmes? Donc, on a pris deux voies. Donc, le freelancing permet de le faire puisque c'est une vraie indépendante dans la façon dont on va gérer son emploi du temps et son investissement dans sa carrière. Mais il y en a une autre, c'est le fait qu'il y a des activités de la cybersécurité qui sont autour de la conformité. Et dans ce cadre, avec plusieurs associés, on va donner des cours, des formations dans des universités de droit, et qui sont beaucoup plus féminisées que les activités
techniques de sécurité. Et dans ce cadre-là, on essaye d'intéresser une grande partie de cette population féminine à aller ou s'intéresser à tout ce qui peut être sur la partie sécurité. Alors ça a évidemment deux avantages, hein. C'est que ce métier, cette culture que ces acteurs et actrices ont, en tout cas ces, ces acteurs du juridique ont, ça enrichit largement la capacité à mieux valoriser, à mieux piloter les activités de sécurité. Et puis, ça permet de féminiser la profession. Et donc, c'est des actions qu'on prend, d'essayer de faire venir finalement des gens qui ont pris des formations, pas forcément cybersécurité, aller venir travailler, se former pour travailler sur ce métier qui reste un métier passionnant et très, très varié, hein, entre le management de la sécurité ou des aspects très opérationnels. Il y a évidemment de nombreux métiers qui sont à proposer, dans lesquels il faut essayer de mobiliser, d'intéresser. L'autre point, hein, c'est un métier qui fait sens, puisque c'est un métier de protection et d'enjeux très très forts pour la protection globale des individus et des activités en général, qu'elles soient collectives ou entrepreneuriales. Merci beaucoup Gilles et puis on comprend bien à quel point, le fait, d'associer des parcours différents, d'avoir cette vision globale pour la protection globale, elle va augmenter aussi la résilience dans toutes les dimensions de la résilience qu'on a pu aborder, au cours de ces interviews vidéo. Un grand, grand merci pour, nos Alors, échanges, pour la qualité de nos échanges et très bonne journée à tous. il y avait un mot que j'aurais pu dire pour conclure. Oui, encore mieux. Parce que je ne peux pas ne pas parler de ce sujet sans parler de Pierre. Je ne sais pas, Ouais. chef d'entreprise quand même. Mais il y a un vrai sujet que j'ai envie de dire, c'est que si je veux mettre une conclusion, c'est le vrai sujet de tout ce qu'on traite là, c'est finalement l'intelligence collective. Donc, c'est la capacité à résoudre les problèmes en ayant finalement les moyens d'animer des gens qui sont complètement qui ont des profils, des parcours et des expériences très, très diverses. Et c'est le seul, en tout cas, c'est le moyen le plus facile pour garantir la cyber-résilience de notre économie. Ouais, ça c'est une bonne conclusion. Merci beaucoup.